Bienvenue dans ce module dédié au contrat de travail à durée indéterminée. Nous aborderons les points suivants: les clauses obligatoires, la rédaction du contrat et sa structure, les modifications substantielles et les autres éléments qui peuvent composer le contrat de travail à durée indéterminée. Dans les textes, le CDI est la forme normale du contrat de travail. Il est aujourd'hui un peu d'ailleurs le Graal à obtenir. Il est la plupart du temps écrit et comprend des clauses obligatoires et d'autres non obligatoires. S'il n'est pas écrit, dans le cas d'un accord oral par exemple, la première fiche de paye fait foi des éléments obligatoires que nous allons voir dans le slide ci-après. Regardons ensemble les clauses obligatoires. La validité d'un contrat en CDI compte au minimum 5 lignes de contrat. Certaines clauses ne peuvent pas être modifiées sans l'accord écrit du salarié. Il s'agit des clauses substantielles du contrat. Les autres sont à la discrétion de l'employeur. Je vous invite à cliquer sur chaque partie pour découvrir les 6 clauses obligatoires au contrat. Le contrat de travail doit indiquer l'identité des parties, en première place des éléments substantiels, c'est-à-dire l'employeur, qui peut être une personne physique ou morale, c'est-à-dire une association, une société, une collectivité, et le salarié, qui est forcément une personne physique. Le contrat de travail doit définir et indiquer clairement le lieu de travail. C'est un élément important. En cas de déplacement prévu, si le poste n'est pas sédentaire ou si des changements de lieu de travail sont indiqués, il convient de le rédiger le plus précisément possible. Le contrat de travail doit indiquer le temps de travail et les horaires de travail. Dans un premier temps, il faut déjà identifier la convention collective dont vous dépendez, pour savoir si votre entreprise est soumise aux 35 heures ou à un temps de travail inférieur ou supérieur pour un temps plein. Par exemple, dans la convention collective de l'hôtellerie-restauration, un temps plein équivaut à 39 heures et non pas à 35 heures. S'il s'agit d'un contrat pour un salarié temps plein, hors dérogation, le temps de travail correspondra à 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois, 1607 heures par an. Sauf accord légal ou conventionnel, les heures effectuées au-delà des durées légales sont considérées comme des heures supplémentaires. À noter, tout salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans est soumis à des durées réduites. Puis il vous faudra identifier la durée de travail effectif pour votre contrat. La durée de travail effectif ne doit pas dépasser les durées suivantes: 10 heures par jour, 48 heures sur une même semaine, 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Sauf dérogation bien sûr, car comme pour tout le reste, il y a toujours des exceptions. Attention, le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause et ne compte pas dans le temps de travail. Il est aussi possible d'établir avec votre salarié, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, une convention de forfait jour. Pour les cadres autonomes, plus spécifiquement, ou les salariés dont le poste permet une réelle autonomie. Le temps de travail est alors de 218 jours maximum par an. La convention individuelle de forfait en nombre de journées par an est un document établi par écrit qui formalise les conditions permettant aux salariés de travailler dans le cadre d'un forfait jour. Cela n'est possible que s'il existe un accord collectif d'entreprise ou un accord de branche. L'accord du salarié est bien sûr obligatoire. Le salarié n'est donc plus soumis aux conditions de temps de travail en heures vues précédemment. Le saviez-vous ? Sauf accord conventionnel ou de branche, il n'est plus possible depuis 2014 de prévoir un contrat de moins de 24 heures hebdomadaires ou de 104 heures mensuelles en CDI. En cas d'un CDI à temps partiel, il faut absolument définir ces conditions précisément: la durée du travail hebdomadaire, la répartition de ce temps de travail, les modalités de communication des horaires par écrit aux salariés des horaires de travail, et les modalités de modification.
Le contrat de travail doit aussi indiquer obligatoirement les horaires de travail. Il faut être prudent et clair sur les horaires de présence du salarié, aussi bien pour un temps plein que pour un temps partiel. Les horaires collectifs de travail sont connus et affichés dans l'entreprise. Il est possible d'y déroger si les salariés ne sont pas tenus d'arriver et de quitter leur poste à la même heure. Un accord des institutions représentatives du personnel est alors requis. Si l'entreprise alterne périodes de haute et de basse activité, elle peut prévoir un aménagement des temps de travail sur une période supérieure à la semaine. La répartition de la durée du travail peut être mise en place sur une période appelée période de référence de 4 semaines maximum ou 9 semaines si l'entreprise emploie moins de 50 salariés. Si l'employeur souhaite modifier la durée ou les horaires de travail, il doit prévenir le salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement intervient. La fonction et le statut du salarié sont des mentions obligatoires apportées au contrat de travail. La convention collective de branche détermine la classification des emplois applicables à l'entreprise et permettent de calculer l'indice et le statut du salarié en fonction de critères dits objectifs. En pratique, une première distinction est établie entre les principaux statuts de personnel: ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre. À l'intérieur de ces statuts sont ensuite déterminées les multiples qualifications reconnues par la profession. À chaque qualification professionnelle correspond une définition de poste ou une description des tâches de l'emploi. Les emplois sont affectés d'un indice hiérarchique ou d'un coefficient qui permet de déterminer le salaire minimum conventionnel. La fonction, c'est-à-dire l'intitulé du poste, n'est donc pas l'essentiel, ce sont les tâches inhérentes au poste qui vont compter. C'est pourquoi il est important et essentiel de faire une fiche de poste qui décrit les différentes tâches. Certaines conventions collectives obligent aussi l'employeur à choisir la qualification professionnelle du salarié selon la nature et le niveau du diplôme qu'il possède. Le contrat de travail indique la rémunération qui va être versée au salarié, et le salaire est toujours exprimé en brut. La rémunération peut être prévue en fonction du temps de travail, c'est le mode le plus courant, ou au rendement, travail à la pièce par exemple, en fonction d'accords nationaux reconnus dans certains métiers seulement, ou encore au forfait pour les conventions de forfait jour. Les avantages en nature, bien sûr, voitures de fonction par exemple, d'autres primes, devront également être indiqués, ainsi que leur mode d'attribution. Dans tous les cas, la rémunération doit respecter 4 critères. Premièrement, ne pas être inférieur au SMIC. Deuxièmement, la mensualisation du traitement. Le paiement du salaire est versé chaque mois. Troisièmement, le principe de non-discrimination. Et quatrièmement, le minimum conventionnel. La rémunération ne peut, en effet, pas être inférieure au minimum conventionnel. Alors nous vous invitons à vérifier que le salaire que vous avez négocié avec votre salarié correspond au moins au salaire minimum conventionnel. Bien évidemment, vous pouvez aussi le payer plus que le minimum conventionnel. Dans le contrat de travail, nous allons aussi trouver différents éléments. La date d'embauche ou date d'arrivée, le nom de la convention collective applicable, très important, la date de signature, les signatures du salarié et de l'employeur, et les paraphes sur chaque page, et souvent beaucoup d'autres éléments comme la période d'essai s'il y en a une. Ce n'est en effet pas obligatoire et parfois même interdit s'il y a eu un contrat à durée déterminée au même poste avant par exemple. Voici un exemple de contrat de travail rédigé à durée indéterminée. Comme vous le constatez, le contrat peut être très court et tout à fait valide légalement. Nous avons le nom des parties, le poste, la date d'embauche, la durée du travail, les horaires. On y trouve aussi l'indice, le statut, la rémunération et enfin les signatures. Les clauses obligatoires au contrat de travail à durée indéterminée sont des éléments substantiels du contrat, substantiel étant le terme juridique.
Elles ne peuvent donc être changées sans l'accord écrit du salarié et rien ne peut lui être imposé. Par contre, tout peut lui être proposé, bien sûr. En premier point, le lieu de travail. Si vous déménagez l'entreprise et que le nouveau lieu ne se situe pas dans une zone géographique proche, il sera considéré comme une modification substantielle. Cet élément est jugé au cas par cas par les juges. Le salarié pourra alors refuser cette modification et il faudra mettre en place un licenciement. En ce qui concerne le poste ou la fonction, c'est la même chose. Tout salarié a le droit de refuser une modification de poste, même s'il s'agit d'une promotion. Idem pour la rémunération, même si je n'ai jamais vu un refus d'augmentation. Par contre, les refus de promotion existent. Il en est de même aussi pour le temps de travail. Le process de proposition de modification est assez long et complexe, mais lors de l'entretien ou après le courrier, selon les cas, rien n'empêche les deux parties de se mettre d'accord sur une acceptation ou un refus rapide, qui entraînera une conclusion qui convient à tout le monde. Il est toujours préférable de trouver un terrain d'entente. Au-delà des clauses obligatoires, les contrats sont généralement beaucoup plus fournis et comportent nombre de clauses spécifiques. Ces clauses dépendent de beaucoup d'éléments. La prudence, déjà, la culture de l'entreprise, son secteur d'activité, le poste concerné, les négociations et accords collectifs liés à l'entreprise. Je vous conseille donc quelques articles supplémentaires, non obligatoires mais fortement conseillés, à mettre dans votre contrat à durée indéterminée. Le gouvernement a mis à disposition de tous, sur des sites gouvernementaux, des modèles de contrats. Je vous invite donc à découvrir les modèles de clauses issus des sites gouvernementaux en matière d'avantages sociaux, d'exclusivité, de confidentialité et de RGPD par exemple, en cliquant sur chaque image correspondante. Voici un article sur les avantages sociaux, retraite, prévoyance santé et autres. Dans la plupart des contrats, vous trouverez également un article sur l'exclusivité, c'est-à-dire le fait de ne pas travailler ailleurs, en plus des heures effectuées au sein de l'entreprise. Cet article vous présente un extrait d'une clause de confidentialité, ce qui signifie une clause interdisant de divulguer des informations à l'extérieur de l'entreprise concernant ses activités professionnelles, aussi bien pendant la durée du contrat qu'après la fin du contrat. Enfin, trois particularités légales nécessitent des éclaircissements plus avancés. Il s'agit de la période d'essai, de la clause de mobilité et de la clause de non-concurrence, à ne pas confondre pour cette dernière avec la clause de confidentialité. Nous vous invitons à les découvrir dans les ressources qui leur sont dédiées. Pour conclure, les éléments substantiels du contrat, il est nécessaire bien sûr de les connaître et de comprendre leur importance. Ce qui peut sembler simple nécessite toujours un travail de recherche et de vérification. Même si vous avez fait déjà des contrats, toujours vous reposer les questions et revérifier les textes de la Convention ou des nouvelles lois. Dans tous les cas, vous devez reconnaître et comprendre les éléments substantiels du contrat, définir la fonction, se référer aux indices de la Convention, connaître les tableaux de rémunération, et vous tenir informé des évolutions législatives ou conventionnelles.